Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voyager au sein du salon du Made in France puisque nous sommes exposants. Et nous allons vous proposer plusieurs interviews de personnalités qui sont exposants également à ce salon Made in France qui a lieu du 11 qui dure 4 jours en fait à partir du 11 novembre. C'est un salon annuel. Et donc la spécialité de ce salon, c'est que bien sûr les produits sont franco-français, mais sont aussi beaucoup faits par des artisans, des artistes, beaucoup de choses. On y trouve des vêtements, des boissons, de la nourriture, bien sûr. Enfin bref, plein d'artisanats français que nous allons essayer de vous faire découvrir. Et on va tout de suite commencer par bien sûr les spécificités du Val d'Oise. Et on commence avec Alicia Dufresne. Bonjour. Bonjour. Alicia Dufresne, vous avez créé Little Bird & Co en 2018. Tout à fait. Et la spécialité, votre particularité, c'est que vous êtes auto-entrepreneur en confection. Oui. Et en confection de luxe, puisque vous faites des sacs à main, des tas de choses. Et c'est justement ce que vous allez nous expliquer. Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé en octobre 2018, je suis auto-entrepreneur. Et ma particularité, c'est que je fais de la création, mais en accessoires. Je fais pas de vêtements, je me suis consacrée à l'accessoire, donc sacs, pochettes, voilà. Voilà, on peut découvrir les accessoires qui sont à côté de nous. Il y a des sacs à main, des pochettes. Et un sac shopping. Donc voilà, ça, c'est le sac un sac shopping avec le petit sac, le petit porte-monnaie qui va avec. C'est ça, on le met dedans et hop dans le sac. Ça évite le plastique, c'est éco-responsable et voilà. Et puis ça peut se plier, ça se met facilement dans son sac à main, à la limite. Absolument, voilà. Une fois plié, il donne ça, on le met dans le sac à main et c'est terminé. Alors, Alicia Dufresne, c'est une passion, la couture, j'imagine. Alors moi je viens de là, j'ai un diplôme BTVCM, donc brevet de technicien vêtements création sur mesure, qui était à la base pour faire de la confection en haute couture, donc dans le luxe. Avec toutes mes recherches, j'ai pas trouvé forcément d'atelier à l'époque quand j'avais 18 ans. Du coup, je me suis reconvertie dans les assurances qui n'a rien à voir. Mais j'ai toujours continué à coudre malgré ça. Et puis en 2018, je me suis lancée, je me suis dit allez, essaye de développer pour peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, vivre de ça à 100%. Donc pour l'instant, c'est un double métier. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que quand est-ce que vous prenez le temps de créer vos sacs ? Après le travail, le soir, le week-end, les vacances, dès que je peux. Je suis à la machine à coudre, dès que je peux. À la machine à fond. À coudre. Oui, à la machine à coudre à fond, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, pardon. Mais comment faites-vous pour trouver les tissus, les fournitures ? Parce que ça demande du temps, ça aussi. Ouais, ça demande du temps, mais c'est tellement une passion que je vais dans les magasins, je regarde, je chine. Si je trouve un beau tissu, je l'achète. Même si j'ai pas de création tout de suite en tête, je me dis, après, une fois que je vais voir le tissu, ça va venir. Et au final, après, ça vient. Et c'est ça en fait, c'est le bonheur. Alors quand vous dites je fais mes recherches de tissus dans des magasins, c'est-à-dire par exemple, vous allez où ? À Paris, dès que vous vous déplacez en province ? Je vais en Val d'Oise ? Dans le Val d'Oise, j'essaye de rester dans le Val d'Oise. Après, par internet, on trouve des jolis tissus par internet aussi. Le but étant de trouver des tissus que tout le monde n'a pas. Sinon, c'est un petit peu embêtant parce qu'on peut voir des tissus, par exemple dans les grandes franchises, etc., où on a à peu près tous les mêmes tissus, donc c'est un peu dommage. J'essaye toujours de trouver des tissus un petit peu variés pour pas faire comme tout le monde. Alors, cette passion de la couture, ça vous vient de toute petite, j'imagine ? Ma grand-mère. J'ai beaucoup travaillé sur sa machine à coudre qu'elle m'a laissée. Elle n'est plus là, mais voilà, je pense à elle à chaque fois que je couds. Et maintenant, je suis passée à une industrielle parce que la machine familiale, c'était plus possible. Donc voilà, maintenant, je suis sur industrielle, mais ça vient d'elle, ouais. Alors, les machines industrielles, qu'est-ce qu'elles ont ? Des aiguilles plus costauds ? C'est la vitesse, le point est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus joli, les finitions. Donc voilà. On a plus de choix au niveau des points, peut-être, aussi ? Pas spécialement, parce que moi, j'ai une industrielle spéciale piqûre droite, mais après on peut changer les patins, etc. Mais moi je voulais vraiment une piqûre propre et que ça aille vite. Quand on appuie sur la pédale, ça y va, quoi. Alors ensuite, il faut vendre une fois qu'on a créé les produits. Donc comment faites-vous pour la vente ? Est-ce que ça passe par internet ? Est-ce que vous faites des marchés ? Comment vous faites ? Alors moi j'ai une boutique en ligne, j'ai fait un site internet, donc déjà ça prend beaucoup de temps, il faut faire toutes les photos, etc. Mais bon, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Après je cherche des salons artisanaux
Et puis les marchés de Noël, tout ça. Dès qu'il y a un petit marché sympa, j'essaye de m'y mettre et de faire ça. Du coup, vous rayonnez dans tout le Val d'Oise ou vous êtes donné oui. une limite où vous allez plus loin que le Val d'Oise? Je fais le Val d'Oise. Si on propose dans le 60 et tout, ça me dérange pas d'y aller. Tant que le salon est sympa, qu'il y a vraiment des artisans, j'y tiens pas. Enfin voilà, j'y vais. Ça me dérange pas de faire des kilomètres, quoi. Le salon Made in France, c'est une première pour vous cette année, oui, 2021. tout à fait. Quand on arrive, c'est grandiose. Pour l'instant, vous n'avez pas l'habitude de faire de salon à la porte de Versailles? Non, c'est le premier. Fois. Oui, tout à fait. Et donc, vous cantonnez votre côté commercial surtout sur l'axe digitalisation, c'est-à-dire le site de vente Internet. Voilà, après j'ai eu hier c'était donc la première journée, j'ai eu quelques touches sympathiques avec des personnes qui aimeraient revendre mes produits. Donc ça, c'est une très très belle opportunité. Et j'ai eu de très bons contacts avec les gens, donc je suis ravie de cette expérience, vraiment. Donc le premier jour, évidemment, c'était hier, puisque nous étions le 11 novembre. Et l'avantage de faire un salon, c'est que ça ouvre les portes des professionnels aussi bien que du grand public. Absolument. C'est ce qu'on vient rechercher aussi. Alors effectivement, vendre aux particuliers, c'est sympathique, hein, c'est ce qu'on veut aussi. Mais faire des rencontres de professionnels, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet dans l'année suivante d'envisager un nouveau chiffre d'affaires, une nouvelle façon de travailler. Et moi, je trouve ça très intéressant. Parce qu'à la limite, vous vous dites, je peux même proposer mes services à des entreprises, même pour faire des cadeaux d'affaires, créer des lignes spécifiques. Absolument, absolument. C'est ça l'idée? Absolument. J'ai même ma société où je travaille aujourd'hui en tant qu'assurance, où je leur ai fait tout un système, ce qu'ils voulaient du Made in France, et je leur ai fait plein de goodies avec leur logo, puisque voilà, je peux aussi faire les logos. Imprimer le logo à la personnalité de l'institution ou de l'organisation. Voilà. Moi, je m'adapte à toutes les demandes. Alors ça coûte combien justement? Alors ça coûte combien? C'est une très bonne question. Donc là nous avons le sac shopping, donc qui finit comme ça avec le sac et la pochette qui est à 35 €. Nous avons la pochette pailletée qui est à 25. Cette petite besace qui est à 38 avec une anse en cuir. Et cette petite pochette cartable qui est à 25 €. Alors les accessoires, les fermetures, comment vous faites pour trouver ça? Vient par Internet? Par Internet. On a encore des fournisseurs pas trop loin du Val d'Oise? Alors moi je commande par Internet parce que les prix sont beaucoup plus attractifs. Donc on est honnête, on va là où c'est quand même tout en respectant la qualité. Attention, c'est très important. Je ne lésinerai pas là-dessus. C'est important pour moi que mon produit dure dans le temps. Mais oui, moi je commande souvent sur Internet quand même. Merci beaucoup Alicia Dufresne. Je rappelle que vous avez créé Little Bird & Co. En 2018 et qui fait de la création d'accessoires. Absolument. Comme on le souhaite, puisqu'on peut personnaliser tous les produits que vous fabriquez. Oui, tout à fait. Très bonne journée. À vous bientôt. aussi, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Cécile Jean-Charles, vous avez fondé Tiroir et compagnie. Et Coton? Et Coton, oui. Et vous surfez sur la vague de l'éco-responsable en fait, si j'ai bien compris, parce que vous fabriquez des lingettes démaquillantes réutilisables. Exactement, entre autres. Alors, comment est venue cette idée? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui vous a donné toute cette belle idée? Alors avant, je rénovais des meubles que je récupérais, que je retransformais pour leur donner une deuxième vie. De là est venue l'idée de faire des coussins. Les coussins m'ont emmenée à la couture et de la couture, je suis amenée au zéro déchet. C'est quelque chose qui me concerne particulièrement. Et donc j'ai développé toute une gamme de produits, toujours dans un esprit de réduire les déchets. Donc mes produits vont permettre de remplacer quelque chose de jetable par quelque chose de lavable et réutilisable. Et donc Tiroir et Coton est né en 2017, comme je le disais. Comment s'est passé le développement commercial jusqu'au fait de pouvoir faire des salons? Expliquez-nous un peu. Alors progressivement, j'ai commencé par beaucoup vendre sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des boutiques en 2019 via la Chambre des métiers et de l'artisanat qui proposait des boutiques éphémères à Cergy. Donc j'ai commencé à tester les boutiques à ce moment-là et j'ai continué les boutiques éphémères. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un concept qui vous plaît? Oui, voilà, le fait d'être dans des endroits différents, de changer tout le temps, de rencontrer des nouvelles personnes, d'y revenir. Des fois, les gens sont aussi contents de nous retrouver quand on revient. Et quelques salons aussi comme ça. Voilà, là c'est mon premier gros salon, donc je suis très contente d'être là.
Effectivement, il y a beaucoup de monde au salon du Made in France. On voit que le consommateur français aime promouvoir et acheter des produits français. Alors, on va décrire un petit peu les lingettes. Donc, tout est en tissu, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est comme tissu? Alors, vous avez un tissu qui est à motif. Donc, ce tissu-là est 100% coton. Et le tissu qui est de l'autre côté, c'est celui qu'on va utiliser contre la peau. Donc, c'est une éponge de bambou. C'est quelque chose qui est assez écologique, qui est très très doux, qui va garder sa douceur au fur et à mesure des lavages. Et donc voilà, on va pouvoir l'utiliser soit avec ses produits effectivement, habituels. j'ai testé au toucher, c'est extrêmement doux. Oui, soit juste avec de l'eau. Du coup, on va faire une économie aussi de produits démaquillants et vraiment les utiliser qu'avec de l'eau. Et puis après, on les lave en machine et voilà, on utilise comme ça un cycle. On les lave à 40 degrés tout simplement ou il faut absolument mettre du 60? 40 degrés dans sa machine avec ses vêtements habituels. Il n'y a pas besoin de faire de traitement particulier. Voilà, c'est très très simple d'utilisation. Quand vous dites des lingettes démaquillantes, alors on peut les avoir avec l'autre côté, il y a plein de tissus différents, bien sûr, plein de choix de motifs, voilà. Aujourd'hui, je propose un arc-en-ciel de lingettes. Donc voilà, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on choisit soit de rester dans une gamme de couleurs, soit de faire vraiment un patchwork. C'est vraiment les gens qui choisissent. C'est vraiment voilà, le choix de ce concept sur ce salon de bar à lingettes, où on va vraiment composer soi-même sa petite box lingette. Voilà. Alors vous avez développé effectivement la box, un petit boîtier en carton avec une jolie petite effigie, un joli sigle. C'est ça. Ça s'appelle Ma Box Lingette Démaquillante. Oui. Il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 7 lingettes, donc c'est l'idée d'avoir une lingette pour chaque jour de la semaine. Voilà, c'est un nombre qui est pratique pour pouvoir vraiment les réutiliser et qu'elles ne soient pas tout le temps au sale. Vraiment de choisir cette routine et de rentrer dans cette routine d'utilisation des lingettes et de ne pas revenir en arrière sur le coton jetable. Alors c'est le premier produit sous le nom de votre société actuelle, Tiroir et Coton. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres produits dans votre idée pour l'année prochaine? Oui, j'ai d'autres produits dans ma gamme déjà en place. Donc, ils ne sont pas sur le salon, mais ils sont déjà sur le site internet et dans d'autres boutiques. Donc, il va y avoir les essuie-tout lavables qui remplacent les sopalins. Il va y avoir les éponges de ménage qui servent pour beaucoup de choses. L'entretien de la salle de bain, les poussières, les carreaux. Vraiment, c'est une éponge multifonction, une éponge douce. Il va y avoir les charlottes alimentaires qui remplacent le film étirable. Donc ça, on est très dans la nouveauté. Là, c'est vraiment le dernier produit qui a été lancé. Qui sont lavables en machine aussi. Donc on garde quand même ce côté vraiment hygiénique. On va avoir les sacs à tarte qui permettent de transporter les gâteaux quand on va chez des amis. Voilà. Et les sacs à pain pour aller à la boulangerie et garder son pain, le transporter. Si on est à vélo, en trottinette par exemple, c'est quelque chose. Voilà. Ça demande combien de temps pour pouvoir développer un produit? Alors, quand je crée un produit, j'ai une phase de création, une phase de test aussi. Il y a des modifications qui interviennent parfois. Après, il va y avoir toute la recherche sur le packaging, sur la manière de le mettre en vente et voilà, que ça soit pertinent pour les gens qui vont l'acheter en termes de quantité. Des fois, choisir la bonne quantité qu'il va falloir dans la box. La présentation, j'essaye d'accentuer ce côté présentation. Donc les petites box, elles sont fabriquées aussi en France par un fournisseur qui est dans le 60. Les étiquettes sont aussi fabriquées en France. Donc voilà, il y a tout ce processus-là à mettre en place. Et puis des fois des ajustements. Une fois que le produit est lancé, on réajuste des fois un peu la dimension, un petit peu le format, le packaging des fois pour vraiment s'adapter et avoir quelque chose d'efficace. Est-ce que c'est vous qui faites tout toute seule ou bien est-ce que vous faites aider pour les logos par une spécialiste ou un spécialiste? Alors là, par exemple, sur les box, le logo a été fait par une graphiste et le petit dessin que vous avez là a été fait par une illustratrice aussi du Val d'Oise. Donc oui, je me fais aider par des artisans quand c'est possible, le plus possible local, voilà, pour rester vraiment dans cet esprit le plus possible made in Val d'Oise. Vous avez dit que vos produits étaient disponibles dans certains magasins, mais aussi par Internet. Oui. Donc, comment peut-on les acquérir? Alors, il y a un site qui s'appelle tiroiretcoton.fr, qui est mon site où là, il va y avoir toute ma gamme de produits, tout un choix de tissus et de motifs au fur et à mesure des collections qui sont renouvelées 5 fois par an.
Donc il va y avoir une collection par saison et une collection à Noël particulière, spécifique pour Noël. Et après, ça va être des boutiques éphémères. Donc je suis sur une boutique à l'année à Herblay-sur-Seine, qui est une boutique de créateurs. Donc là, j'expose toute ma gamme de produits à l'année. Après, ça va être sur des boutiques éphémères, donc à suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les actualités. Vous avez privilégié un réseau social en particulier ? On est plus sur Instagram. Ouais. Donc voilà, Instagram, parce que c'est quand même ce qui facilite la photo et la mise en avant des produits. Voilà, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup Cécile Jean-Charles. Merci. On a bien compris toute la gamme de produits et puis les nouveautés qui vont arriver. Merci en tout cas, on est content d'avoir toute cette gamme de produits éco-responsables et surtout réutilisables. Exactement. Merci Très bonne journée. Merci. À bientôt. Célena d'Agicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Made in France Box, Tout à fait. une créatrice avant l'heure puisque vous mettiez en avant le Made in France, la box et tout ça en 2015. Oui, tout à fait. Ça fait bientôt 7 ans que l'entreprise existe. On a 300 artisans partenaires référencés aujourd'hui et ce sont des structures, on référence des structures uniquement de 10 salariés qui ne dépassent pas les 10 salariés pour mettre les plus petits en avant. C'est important pour nous, ça fait partie de nos valeurs depuis le début. Chaque artisan a sa petite fiche qu'on envoie à chaque conso qui commande un de leurs produits à l'unité ou en box. Et on raconte leur histoire, on indique le nombre de salariés de chaque structure et surtout la ville de production. Voilà. Alors on va expliquer un petit peu quand même l'ampleur parce que c'est énorme ce que vous proposez. Finalement, on peut avoir une box dans pratiquement toutes les catégories, j'allais dire, qu'on soit un homme ou une femme. Oui, tout à fait. On a plus de 150 box thématiques qui sont disponibles sur le site. Il est aussi possible de composer sa box avec les 1200 articles que l'on vend aussi à l'unité et qui sont en stock en permanence dans notre entrepôt d'Herblay. On est très réactif au niveau de la logistique. On expédie le jour même. Pour toutes les commandes passées avant 16h sur le site, ça part le jour même par Colissimo et 48 heures plus tard, c'est dans votre boîte aux lettres. Comment vous est venue cette idée de faire des box, comme on a dit tout à l'heure, avant l'heure, en 2015 ? Eh bien, c'est suite à plusieurs rencontres de producteurs sur le marché notamment. Je les voyais vendre sur le marché, ils ne savaient pas trop comment se faire connaître. Ils étaient là tôt, ils repartaient là tard, ils étaient parfois sous la pluie mais ils restaient. Bon voilà, je trouve que les artisans ont beaucoup de courage et de passion et je voulais les mettre en avant. Alors du coup, vous avez commencé à proposer, j'imagine, petit à petit des box spécialisées. Qu'est-ce qui a marché tout de suite en premier ? Alors au début, on a lancé l'activité, on proposait uniquement des formules d'abonnement où les particuliers uniquement avaient la possibilité de s'abonner pendant 1, 3, 6, 12 mois et donc recevaient chaque mois une box régionale 100% gastronomique de produits d'artisans, une box régionale chaque mois, donc box Bretagne, box Normandie le mois d'après, box Aquitaine, voilà. Ça, ces formules d'abonnement, on les propose toujours. Et on propose aussi et surtout des box thématiques, donc la box apéro, des box vin, des box bio, des box vegan, il y en a pour tous les bien-être, voilà. Des box maquillage, des box anti-rides. Pour les coquettes, ça s'appelle. Voilà. Il y a oui. toujours un petit mot sympathique, oui. Par exemple là il y en a une, c'est je trinque, donc ça c'est pour les apéros je suppose. Oui, tout à fait, box champagne, box bière, box cidre, ouais. On a effectivement essayé de travailler le naming de manière un peu jovenne, impactante. Fallait que ça parle à tout le monde, on s'adresse à tout le monde et on défend des valeurs qui sont vraies. En fait, il y a une grosse recherche aussi de fournisseurs. Alors au début, effectivement, on prospectait tous les mois de nouveaux artisans qu'on référençait. Maintenant, après 7 ans d'existence, c'est eux qui viennent à nous. Donc on a 2 demandes de référencement par semaine. Voilà. C'est énorme. Donc il y a une liste d'attente maintenant. Donc là, on est obligé d'être sur liste d'attente. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors quel est le principe ? Parce qu'il y a 2 types de box. Il y en a des très épaisses, des très grandes. On les voit là à l'antenne. Oui. C'est des boîtes qui font au moins 40 cm de haut. Oui, tout à fait. En moyenne. Alors il y a des plus petits formats, bien sûr. Oui.
Dans la plus grosse, on peut mettre en moyenne 25 produits selon la taille des produits. Ensuite, on a une moyenne, une plus petite et une minuscule pour les bijoux. Alors il y a aussi la box plus petite. Qu'est-ce que c'est le coffret qui s'appelle par exemple box bio ou alors je trinque ou alors pour les coquettes? Oui, alors ce coffret cadeau est idéal à offrir puisque le bénéficiaire final va pouvoir l'activer sur notre site et choisir la box de son choix qu'il souhaite recevoir selon la thématique du coffret. Voilà, donc les toutes petites, ce sont des coffrets cadeaux qu'on offre. Oui, tout à fait. Et ensuite, il reçoit forcément une box plus grande. Remplie de produits. Quel est le coût moyen des box? 49,90 €. On démarre à 29,90 € frais de port inclus. Et ça va jusqu'à 99,90 € pour ce qu'on propose. Et sinon, les personnes qui composent sur le site leur box peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Quelle est la tendance des clients actuellement? Est-ce que c'est plus de particuliers ou plus des entreprises aussi qui veulent se faire plaisir ou faire plaisir à leurs salariés? Oui, tout à fait. On fait 70% du chiffre d'affaires avec les entreprises. On a un service commercial dédié qui va pouvoir proposer des compositions sur mesure, adaptées au budget, au centime près et à la thématique souhaitée de chaque entreprise. Et donc, on intervient dans toute la partie cadeau d'affaires, donc pour les salariés, pour les clients, ça peut être... Donc ce sont plutôt les comités d'entreprise? Pas que. Comités d'entreprise, des agences de com pour leurs événements, les cadeaux événements, des TPE, et des grands comptes, beaucoup de grands comptes qui aujourd'hui veulent acheter Made in France. Ouais. On observe ça de plus en plus. Il y a vraiment une grande tendance du Made in France depuis quelques mois en tout cas. Oui, je dirais qu'il y a eu une accélération de cette tendance Made in France depuis le Covid. On en parle de plus en plus, beaucoup, parce qu'on avait il y avait plein d'artisans qui avaient fermé leur boutique. Et d'ailleurs, pour certains, on était pendant le Covid, leur seule manière de vendre. Oui, voilà. Alors, ça veut dire que vous, donc là aujourd'hui, on se retrouve sur un salon, bien sûr, oui. Mais ça veut dire que vous allez multiplier votre présence sur les salons. Ça marche, les salons, ou bien est-ce que vous préférez rester dans le côté plus business, plus commercial à distance? Alors, les salons, c'est un bon moyen de se faire connaître effectivement au grand public. On n'avait pas vocation à faire de salon cette année parce qu'on ne savait pas trop comment se positionner avec le Covid. Mais effectivement, c'est sympa, c'est une autre approche de rencontrer des gens au-delà du site internet et du service commercial. C'est sympa de leur expliquer ce qu'on fait et en plus, ils adorent, quoi. On peut observer vraiment leur engouement et ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver du monde, des clients, et puis ça permet de tester aussi peut-être les différentes cibles qu'on peut toucher. Tester l'engouement. Selena Dagicourt, donc je rappelle que vous êtes la fondatrice de Made in France Box, pardon. Pour 2022, c'est quoi vos objectifs? C'est quoi les tendances? Alors pour 2022, on souhaite accélérer notre développement dans le retail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 200 points de vente qui sont des Fnac, on a toutes les Fnac de France et les hypermarchés Auchan sous ce format coffret cadeau uniquement et donc on essaye de s'implanter dans d'autres points de vente. Ouais. Donc le but, séduire la grande distribution ou la distribution en général. Oui, c'est très dur. J'ai mis 3 ans à convaincre la Fnac, qui a été la première enseigne, parce qu'on est la première société qui propose un coffret cadeau qui, à l'activation, va permettre de recevoir un produit à la maison. Là où Smart et Wonderbox, par exemple, proposent des services de l'hôtellerie, de la restauration. Voilà. Là, au moins, l'avantage, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a un produit tout de suite. Voilà, il n'y a pas besoin de réserver son week-end, de prévoir à l'avance. On va sur notre site internet, on sélectionne la box qu'on souhaite recevoir et 48 heures plus tard, c'est en boîte aux lettres. Alors, 3 ans pour séduire un réseau de distribution, c'est long en même temps. Ça veut dire qu'on y va combien de fois à la rencontre des commerciaux, de la marque en question ? Eh bien, avant de les rencontrer, ce qui est délicat, c'est de trouver la bonne personne, parce qu'on est on est dans le rayon du coffret cadeau où il n'y a qu'une acheteur par enseigne.
qu'il faut solliciter voilà, d'abord par mail avant d'être reçu, par mail plusieurs fois et ensuite on a très vite eu Auchan derrière et là on s'implante dans l'enseigne Leclerc et là c'est encore différent puisque avant le référencement national on va devoir contractualiser avec chaque magasin qui sont des franchisés. Voilà, donc là c'est un gros travail de commercial parce qu'il faut les rencontrer un à un. Tout à fait, il faut aller sur le terrain là. Ouais. Donc il faut une équipe dédiée. Toute la France. Eh bien pas moi, mais le mail suffit. Non, faut aller les rencontrer, faut aller leur expliquer ce qu'on fait. On est sur un produit qui n'existe pas, c'est innovant, faut leur expliquer. Donc montrer les boîtes, montrer les coffrets, oui. Montrer les produits artisanaux qu'il y a à l'intérieur. Oui, tout à fait, les petites fiches artisans qui plaisent bien. Ouais. Et puis, comme je l'ai dit, vous œuvrez, vous proposez dans tous les types, on en a pour tous les goûts en fait. Donc il y a beaucoup de box en fait, c'est ça l'avantage. Alors justement, quand nous le particulier, on s'abonne, on peut recevoir n'importe, c'est nous qui choisissons chaque mois quel secteur on veut recevoir. Oui, tout à fait. Il est maintenant possible de composer son abonnement. Ça aussi, on est les premiers et les seuls sûrement à le faire. Et donc, si le premier mois, vous souhaitez une box beauté, le deuxième mois, une box bijoux, le troisième mois, une box apéro, parce que c'est l'été, c'est possible. Voilà. Donc, on a dit que toute commande avant 16h, on la reçoit le lendemain, quel que soit le format. Oui, tout à fait. Toute commande avant 16h est expédiée le jour même en Colissimo qui met 48 heures à expédier. Oui, c'est vrai que quelquefois ça met un peu plus que 24 heures, il faut le préciser. Merci Célena d'Agicourt et puis bravo pour cette belle invention, la Made in France Box. Donc vous pouvez construire ou offrir une boîte cadeau finalement à qui vous voulez selon tous les goûts qui existent dans la nature. Tout à fait. Merci parce que ça fait vivre en même temps les artisans de la France entière. Et oui, merci à vous. Bonne journée. Au plaisir. Damien Walker, bonjour. Bonjour Florence. Merci d'être en direct au bar de l'économie. Alors, félicitations car vous êtes élu à Argenteuil déjà pour que tout le monde vous situe. Et vous venez d'être élu à l'Agence économique de développement d'Argenteuil. Et vous êtes élu en particulier, vous occupez de toute l'attractivité économique et de l'innovation numérique. Un gros chantier pour Argenteuil. Oui, un gros chantier et en même temps, on entend depuis des années Argenteuil is back et on ne fait que de le démontrer depuis un certain nombre d'années et c'est de plus en plus vrai puisque Argenteuil attire de plus en plus des investisseurs au niveau économique et on en aura encore la preuve dans les prochains mois avec des très belles annonces. On a en tête notamment d'ailleurs tout récemment Yamaha qui implante son siège motor et nautique sur Argenteuil. Voilà, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Ça a été annoncé par le maire il y a une semaine, Georges Motron. Voilà. Et donc effectivement, moi je suis adjoint au développement économique local, commerce et économique entreprise et puis l'innovation numérique sur Argenteuil depuis déjà 1 an et demi. Voilà. Alors l'avantage sur Argenteuil, c'est que vous avez une grosse zone industrielle à rénover en fait, on peut dire, donc il y a de la place. Il y a plusieurs avantages sur Argenteuil. Effectivement, on a des zones industrielles vétustes qu'on essaie de requalifier, comme beaucoup de zones d'activité du Val d'Oise et d'ailleurs en France. Et on a des nouvelles zones d'activité, notamment ce qu'on appelle PSG, Porte Saint-Germain, et ce qu'on appelle Argenteuil Littoral, à côté de la gare, qui sont des zones d'activité économique assez stratégiques, puisque par leur positionnement. Et elles ont d'ailleurs été lauréates de Inventons la Métropole 1 et 2. Et on a donc du coup des gros enjeux là-dessus avec des promoteurs. Et Argenteuil avait un peu de retard sur le développement économique avec un foncier, d'ailleurs ce qui vaut le foncier assez bas. Et là, ça commence à monter et avec les structures et les promotions qu'on va faire au niveau de l'économie avec les 2 gros projets Argenteuil Littoral et Inventons la Métropole 2 sur PSG, ça va effectivement attirer encore plus les entrepreneurs et on a des très bonnes nouvelles à annoncer dans les prochaines semaines, prochains mois d'investisseurs qui regardent de très près Argenteuil. Est-ce que ça veut dire que pour vous, qui êtes élu en charge de tout ce secteur de développement et de l'attractivité économique, ça veut dire que les entreprises contactent l'agence que vous gérez, il y a des sélections éventuelles, vous avez des volontés, des souhaits particuliers ?
Oui, alors quand vous dites agence, vous faites peut-être référence au Conseil économique d'Argenteuil qui avait été créé par Georges Mautron et présidé par Alain Léquine, que je remercie et qu'on a récemment remercié d'ailleurs avec Georges Mautron pour son travail et pour avoir remis Argenteuil au devant de la scène économique. On a dissous le CEA tout récemment, hein, c'était lundi dernier, et je reprends du coup, un élu reprend la dynamique économique. Je suis aussi conseiller territorial de l'EPT5 et c'est tout l'intérêt d'accrocher aussi la dynamique à l'EPT5 qui a, vous le savez bien, la compétence économique. Alors les enjeux, ils sont de plusieurs ordres. Il y a un enjeu bien sûr d'animation locale des chefs d'entreprise qui ne se sont pas vus en plus depuis 2 ans, c'était compliqué, vous le savez. Et donc là-dessus, il faut consolider, notamment avec l'ADPAVA présidé par Philippe Écran, consolider les rencontres et faire connaître les acteurs économiques d'Argenteuil, voire de l'EPT5, Boucle Nord-Seine. Entre eux et pour qu'il y ait du business, de la rencontre. Moi je rencontre des chefs d'entreprise qui ne connaissent pas leurs voisins et alors que leurs voisins sont leurs fournisseurs, leurs clients. Voilà, ça il faut qu'on anime plus étroitement avec Philippe Écran cette dynamique et ces liens et renforcer ces liens entre acteurs économiques. Il y a bien sûr les filières, le deuxième enjeu, les filières, on est territoire d'industrie et ça c'est important que le territoire d'industrie ne reste pas qu'un label, qu'il ne reste pas qu'une coque vide, il faut qu'on remplisse cette coque-là et on a un projet très ambitieux, on est en train de travailler sur un partenariat public-privé pour en faire un hub industriel au niveau de l'EPT, voire au niveau de la région Île-de-France. Est-ce que vous accepteriez tout type d'industrie ou vous avez des secteurs plus particuliers qui intéressent Argenteuil? Alors, tout type d'industrie, mais on essaye de mettre l'accent sur 2 filières, la sécurité, mais surtout sur la cosmétique. Vous savez qu'on est adhérent de la Cosmétique Vallée sur Argenteuil comme sur le PT5. Et pareil, moi je ne veux pas juste faire une signature en bas d'une convention avec la Cosmétique Vallée, je veux qu'on ait un vrai positionnement, des vraies actions autour de la cosmétique. Et dans ce cadre-là, effectivement, on imagine créer un incubateur, on imagine des learning expéditions autour de la cosmétique et on veut attirer encore plus qu'aujourd'hui, même si on a Givaudan et plein d'autres sur le territoire argenteuilais, des acteurs économiques autour de l'industrie et autour de l'industrie cosmétique particulièrement. Donc ça fait beaucoup de travail pour vous, beaucoup de charges en tant qu'élu, parce que finalement ça n'est pas votre métier. Vous, votre métier, c'est directeur adjoint de la Chambre de commerce de Paris, là aussi, un gros challenge. Oui, effectivement, l'engagement politique, c'est un engagement surtout du soir et du week-end, hein, mais quand on est passionné, on le fait avec plaisir. Et effectivement, il y a un lien direct avec ma profession, comme vous le dites Florence. Moi, je suis directeur adjoint de la Chambre de commerce de Paris, après avoir co-dirigé sous la direction de Bernard Caillol et de Pierre Cuchely, la présidente de Pierre Cuchely, le Val d'Oise pendant 7 ans. Donc c'est vrai que j'ai cette connaissance, j'ai ce réseau et ça connecte assez rapidement entre ce que je peux apporter avec ma casquette élu et ce que je peux apporter avec ma casquette de directeur adjoint de la Chambre de commerce de Paris, effectivement. Ça veut dire quoi quand on dirige la Chambre de commerce de Paris? C'est quoi les gros sujets du moment? Ça veut dire, aimer les entrepreneurs et être à leur service. Et j'aime bien rappeler que la Chambre de commerce, c'est la maison des entrepreneurs avant tout. Et la Chambre de commerce, c'est de l'anté-création jusqu'à la transmission reprise avec toutes les expertises et les problématiques d'un chef d'entreprise sur les RH, le recrutement, sur le numérique, sur la transition écologique, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc on accompagne, on sensibilise et on crée le business plan, on accompagne sur la formalité des entreprises et on les accompagne sur leur développement futur selon les expertises, à l'international aussi, jusqu'à la revente ou la reprise en croissance externe de leur entreprise. Voilà. Donc la CCI de Paris, c'est un peu plus de 80 collaborateurs au service des entrepreneurs parisiens, mais comme toute chambre de commerce. Et on anime bien sûr, on a des offres et des accompagnements individuels, mais on a des offres bien sûr collectives et on croit beaucoup au positionnement de la chambre de commerce sur l'ADN collectif, réseau. On croit beaucoup à ce réseau-là. Merci beaucoup Damien Walker. À bientôt au bar de l'économie. Fabienne Bellotti, bonjour. Vous avez créé votre propre marque de couture, Bellotti Paris. Vous êtes styliste, modéliste. Qu'est-ce que ça veut dire comme métier? Est-ce que vous avez fait une école spécifique? Est-ce que vous faites de la couture depuis toujours? Comment ça se passe? Alors, j'ai fait une école de styliste et modéliste à Paris pendant 3 ans. Et j'ai travaillé pour acquérir les compétences nécessaires pour se mettre dans son compte. Et depuis 2010, je me suis mise dans mon compte et je suis suivie par la Chambre des métiers des 95 qui me suit. Et je suis toujours dans la Chambre des métiers du 95 avec eux. On progresse avec eux. Je progresse avec eux. Alors vous vous adressez à nous les femmes, puisque vous faites particulièrement des vêtements féminins, des vestes. Vous allez nous en décrire quelques-unes, vestes et manteaux. Quelle est la particularité de vos créations?
Alors pour moi, j'ai fait une étude pour les femmes, et je ne fais pas pour les jeunes filles, mais je fais pour les femmes actives. C'est-à-dire le soir, des fois, on met quelque chose, et le matin, on met quelque chose, et le soir, on veut changer. C'est pour cela que j'ai créé ces capes qui est réversible. C'est-à-dire la journée, on peut mettre cette côté, les côtés rouges, et on se dit le soir, je vais changer un peu. Je vais la mettre à l'autre côté. Et il y a des boutons, vous boutonnez ici, pour changer. Voilà, il y a les boutons les deux côtés. Et en plus, on peut les mettre sans la ceinture. C'est-à-dire, vous la mettez comme ça, comme une cape normale. Et pour vous, le soir, vous pouvez faire chic ou quoi, comme toutes les femmes adorent. Et on met la ceinture ici. Pour bien faire pour bien accentuer la taille. Et en plus, j'ai créé ces manteaux aussi, comme nous les femmes d'habitude. On aime changer. Ces manteaux, c'est-à-dire, vous pouvez mettre le matin ses côtés et l'après-midi ses côtés. C'est-à-dire toujours réversible. Est-ce que tous les vêtements que vous créez sont automatiquement réversibles? Pas tous, mais certains. Alors vous faites aussi des robes? Par exemple, la robe que j'ai mise, ça c'est mes créations que vous voyez, j'ai fait sous forme de boléro. Et j'ai séparé avec ces passepoires qui montrent que la séparation entre la robe et la veste. Voilà. Alors vous créez pour les femmes, est-ce que c'est sur commande ou bien vous faites uniquement que certains modèles et on achète ce que vous avez créé, ou bien est-ce qu'on peut aussi vous demander notre propre vêtement? Bien sûr, j'ai fait sur mesure, madame. Si vous avez une idée dans votre tête, je peux faire un petit croquis de ce que vous allez me dire, ce que vous allez avoir à mettre. Et avec ces croquis, je fais le patronage, et avec les patronages, je coupe, il y a les essayages, et j'adapte toutes les conditions, toutes les envies des clientes. En fait, avec vous, Fabienne Bellotti, on voit qu'on est dans le haut de gamme, on est dans le vêtement de luxe. Les coutures sont très bien finies, je dois dire. Bravo, hein, c'est magnifique. Comment faites-vous pour la recherche de tissus? Je regarde, c'est mon travail. Les tissus qui ne me plaisent pas, je sais que ça ne va pas plaire les femmes parce que moi je suis une femme, je ne suis pas une jeune fille. Je regarde mes choix des tissus. Je dis ça va marcher, ça c'est pas bien parce que je ne peux pas faire n'importe quoi. Et encore, les finitions c'est très important. Dans notre métier des couturières, les finitions c'est très important. Par exemple, cette passepoirée, c'est difficile à le faire. Il y a une façon de travailler. Et ce n'est pas tout le monde qui le fait parce que c'est difficile. Alors pour vous développer, quelle stratégie avez-vous choisi? Est-ce que vous avez créé un site internet? Est-ce que vous allez dans les boutiques d'artisanat? Comment faites-vous? Alors pour me développer, c'est très très dur. J'ai fait les boutiques des créateurs et j'ai un site internet qui marche, mais bon, c'est compliqué. Et j'ai fait les salons. Par exemple, là, je suis aidée par l'association des 95. Le tout, c'est de se montrer, d'être présent sur beaucoup d'endroits pour se faire connaître et se faire un nom. Oui, bien sûr, parce que la pub, ça coûte très très cher, que moi, je n'ai pas le moyen parce que je n'ai même pas la boutique. Et avec ça, ça nous montre qu'on sort dans notre village, on peut dire ça. Alors, on va peut-être citer le nom de votre site internet pour celles qui veulent faire appel à vos services de couturière sur mesure. Alors, mon site internet, il faut y aller, c'est Bellotti Paris. Et vous allez avoir mon site internet, et vous allez Bellotti Paris et boutique, vous allez être sur site internet. Voilà, donc vous avez compris, il y a à la fois les créations disponibles et puis vous pouvez demander du sur-mesure, des pièces uniques si on le souhaite. Quel est le budget qu'il faut compter pour une robe telle que vous portez ou bien une veste telle qu'on voit sur le mannequin? Alors par exemple, cette robe que je porte, c'est une robe avec boléro, c'est ça 60 €. Et sur mesure, ça fait 200 €. Et cette veste, elle est à 295 parce que c'est réversible, mais si vous voulez encore rajouter autre chose ou personnaliser la cape, là on peut augmenter selon les besoins de la cliente. Merci beaucoup Fabienne Bellotti, bravo.
Fiona Lazare, bonjour. Bonjour. David Corsiero, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux députés du Val d'Oise, bien sûr. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui sur le salon du Made in France. On est ensemble sur le Made in 95 plus particulièrement. Alors, quels sont les axes du Made in du 95 ? Quels sont les sujets précisément? Fiona Lazare. Alors moi je suis venue aujourd'hui pour encourager les entreprises très inventives, très créatives, très dynamiques de notre territoire, de notre département. On a aujourd'hui sous la bannière Made in 95 l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs du Val d'Oise, notamment d'Argenteuil. J'ai vu par exemple Nature et Cacao qui est un très grand chocolatier dans notre département. Donc venir ici sur le salon du Made in France, sur précisément l'espace Made in 95, c'est l'occasion de valoriser tous ces talents, de les encourager et de leur dire que nous leur apportons notre soutien et que c'est un bel événement, c'est une belle occasion pour les faire rayonner un peu plus largement que dans notre département. David Corsiero. Je vais juste rajouter un petit truc. Quand on est élu du territoire, c'est bien d'être présent avec eux, à leur côté. Le territoire, c'est là où on vit, là où on est élu, et surtout les entreprises aussi, parce qu'il faut savoir que ces entreprises Made in Val d'Oise, c'est notre réussite à tous, parce que c'est la réussite du territoire, c'est les emplois locaux, et surtout, c'est du talent. Et le talent dans Val d'Oise, il existe. Merci beaucoup, c'est vrai, il existe. D'ailleurs, on en a déjà interviewé un certain nombre. Alors, on va parler un petit peu, puisque j'ai la chance que vous soyez à nos côtés, de la France. J'allais dire, quels sont les sujets en ce moment débattus à l'Assemblée nationale? Fiona Lazare. Oui, alors là on parle par exemple du soutien aux entreprises aujourd'hui sur ce salon du Made in France. En ce moment à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de voter la loi de finances pour l'année 2022 et encore une fois, après le soutien massif que nous avons pu octroyer aux entreprises pour leur permettre de traverser la crise, de se relever de la crise avec un plan massif à 100 milliards d'euros que nous avons voté, nous poursuivons avec cette loi de finances dans l'accompagnement des entreprises et je pense particulièrement aux 34 milliards d'euros qui sont débloqués par l'État pour accompagner l'économie de demain. Donc voilà, nous faisons en sorte, depuis le début de la crise qui a été compliquée, de rester aux côtés des entreprises au niveau national. Et bien sûr, nous, en tant que députés du Val d'Oise, aux côtés des entreprises de notre département, nous l'avons fait pendant la crise. Je me souviens d'avoir organisé des temps d'échange avec les entrepreneurs du Val d'Oise et Alain Grisel, ministre en charge des TPE, des PME, pour être vraiment au plus proche des besoins des entreprises de notre territoire. Nous poursuivons cette dynamique et cette loi de finances, c'est un nouveau moyen d'accompagner les entreprises et de faire en sorte que notre économie reparte. On voit que les chiffres sont très bons. On a une prévision de croissance au-delà de 6%. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas depuis la rentrée de septembre. On n'avait jamais eu un taux de chômage aussi bas. Donc tous ces moyens que nous mettons dans l'économie, ils portent leurs fruits et donc nous poursuivons avec la loi de finances que nous sommes en train de voter actuellement. David Corsiero. Rajouter, comme on est ici le territoire le plus jeune du Val d'Oise, on a aussi le budget sur l'engagement jeune qui a été voté et on finit prochainement par la maltraitance animale, un sujet valdoisien puisque c'était un sujet qui a été énormément développé parce qu'on a beaucoup d'associations de protection d'animal sur le Val d'Oise. Donc ce sera mardi prochain en dernière lecture et en vote définitif. Alors on a bien compris, le président Macron l'a rappelé d'ailleurs, réindustrialisation de la France, mais aussi souveraineté. On est en manque d'énormément de produits, de tout type de produits, de matières premières à certains produits finis. Est-ce qu'on parle de comment faire pour susciter des vocations? Il n'y a pas que les puces électroniques qui manquent, mais il y a aussi de l'acier, le bois. Là, un traiteur s'est exprimé à ce micro il y a quelques minutes pour nous dire qu'on manquait aussi de matières premières dans l'alimentaire. Est-ce que tout ça, on en parle? Est-ce qu'on parle aussi intelligence artificielle à l'Assemblée nationale? Est-ce que ces sujets-là font partie des réflexions pour nous permettre d'être plus autonomes? Oui, bien sûr, Lazare. effectivement, ce sont des sujets dont nous débattons. Vous évoquez la question de la pénurie des matières premières. On le vit en France, c'est un phénomène qui est mondial, lié à la reprise de l'activité et des commandes qui sont massives et donc des prix qui augmentent de manière exponentielle et qui mettent en difficulté nos entrepreneurs. Bien sûr, ce sont des sujets que nous évoquons. La question, c'est comment nous réindustrialisons la France. C'est pour ça qu'un salon comme le Made in France aujourd'hui, c'est aussi avec cette optique-là. C'est pour ça que nous sommes là pour le soutenir, comment nous faisons en sorte de produire sur notre territoire, comment nous faisons en sorte que nos entreprises soient compétitives. C'est pour ça qu'il y a eu notamment des baisses de charges et qu'il y a eu un certain nombre d'aides que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, on peut
parlait du CICE et toutes les aides qui ont été débloquées dans le cadre de la relance. Le plan de relance dans notre département a permis d'accompagner des TPE, des PME industrielles pour moderniser leur outil de production, pour investir dans des process automatiques, pour qu'ils puissent produire localement et qu'ils puissent ne pas être tentés par la délocalisation qu'on a connue pendant des années et des années. Il faut que nous arrivions à produire sur notre territoire. C'est notre objectif, c'est en cela que nous accompagnons nos entreprises. Et puis il y a un autre versant sur lequel nous travaillons aussi, c'est comment rendre ces filières plus attractives pour la jeunesse, parce qu'on a une image qui est faussée de l'industrie. On pense à des conditions de travail dignes de Zola. Aujourd'hui, l'industrie, ce n'est plus ça. Dans notre pays, l'industrie, ce n'est plus ça. Il suffit d'aller voir les entreprises de notre territoire pour constater combien ces industries sont dynamiques, sont modernes, sont à la pointe. Et c'est pour ça que les financements de l'État qui sont venus donner un coup de pouce à ces entreprises, c'est pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, tous ces sujets-là, bien sûr, nous en débattons et lorsque nous votons les budgets, c'est bien avec cet esprit-là que nous le faisons. David Corsiero. Alors, moi, je vous donne un très très bon exemple. Dernièrement, j'étais dans le Vexin. Ça s'appelle la ferme du mouton noir. Ce sont des jeunes agriculteurs qui ont décidé de changer totalement leur mode de consommation et de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont acheté quelques hectares dans le Vexin directement et ils font une production locale qui vendent en local. Et c'est aussi ça la réindustrialisation du territoire. C'est aussi consommer localement, c'est produire localement. On a la chance d'avoir des grands territoires sur le Val d'Oise. On a la chance d'avoir une grande mixité entre des petits villages, des grandes villes, des très grandes villes et des territoires très 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 productifs en terre agricole. C'est ça le Val d'Oise. La défense du territoire, ça va dans les deux sens. C'est à l'Assemblée et sur le terrain. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence aujourd'hui au Bar de l'économie. Merci. Francis Lecam, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le patron de National 7. Alors National 7, c'est pas du tout dans le domaine routier. Vous êtes traiteur. Voilà, exactement. On va dire que c'est la route du Sud et c'est la route des restaurations du Sud et des Suds. Voilà, oui, c'est vrai que la restauration a eu ses lettres de noblesse, notamment à Lyon. C'est pour ça que vous êtes appelé National 7 et puis parce qu'il y a des bons vins sur toute la vallée du Rhône. La route National 7, elle traverse la France dans toutes les régions gastronomiques de la France. Mais c'est vrai qu'on adore, on a pris ce nom pour souligner tout ce qui est alimentation et restauration méridionale, des saveurs, des herbes aromatiques, des épices, des légumes, etc. etc. Des bons parfums. Ça fait combien de temps que vous avez créé National 7, Francis Lecam ? National 7, ça doit bien faire une quinzaine d'années maintenant que cela existe. Donc vous êtes traiteur. Quel type d'organisation fournissez-vous ? Comment vous développez le côté commercial ? Alors, on fait aussi bien, c'est de l'événementiel, donc on fait aussi bien que de la livraison ou bien de la prestation totale clé en main avec du personnel, du matériel, éventuellement des animations. Mais on peut faire toutes ces choses-là, du cocktail, du repas, des plateaux repas bien sûr, et des box, des manches debout, des buffets. Donc comment êtes-vous organisé ? Vous avez un laboratoire en Val d'Oise ? Donc c'est un laboratoire, effectivement ce n'est pas une boutique. Donc nous avons un laboratoire, donc une cuisine, les gens connaissent plutôt ce mot-là, et puis des bureaux. Et nous sommes à Beauchamp dans le 95. Alors là, j'imagine que la période Covid, ça a dû être très très dur puisque vous avez dû sans doute arrêter ou suspendre une partie de l'activité. On était en pause, mais en pause aussi, par contre, très active au niveau réflexion, au niveau restructuration, mise au point des nouvelles cartes, des équipes, les compléter, les reformer, les former. Et donc du coup, quelle énergie nouvelle cela vous a-t-il donné ? Eh bien, énergie nouvelle parce qu'on a eu le temps de bien asseoir, bien structurer nos différentes cartes et nos différents process de fabrication. Et alors, vous travaillez vous pouvez pourvoir à des grosses manifestations comme elle est toute petite. Tout à fait. Est-ce que vous passez par ce qu'on appelle des appels d'offres publics, par exemple ? Effectivement, on a même profité pendant la période Covid à répondre davantage encore à des appels d'offres. On avait beaucoup plus de temps pour s'en occuper. Donc, il est vrai qu'effectivement, on est en marché aussi bien avec le conseil départemental du Val d'Oise que la CCI du Val d'Oise, le conseil d'agglomération de Cergy, mais la mairie de Levallois, la mairie de Rueil-Malmaison, pour en citer déjà quelques-uns.
Voilà, donc en fait vous démarchez à la fois les institutions publiques et à la fois les entreprises privées, on est d'accord? Et après, bien sûr, les entreprises privées, bien sûr. Par contre, est-ce que le particulier peut faire appel à vos services pour des soirées? Alors en fait, le particulier, on fait aussi à peu près 30% en particulier. Hein. Donc on a quand même une bonne clientèle de ce côté-là. Alors donc beaucoup aussi quoi, des mariages aussi, parce qu'on s'occupe d'une salle qui est à Méry-sur-Oise, hein, la Bastide. Et du coup, on fait aussi beaucoup de mariages, sauf ces derniers mois. Bien sûr, puisque les mariages ont été suspendus pendant, on le sait tous pourquoi. Pour pouvoir faire tout ça, vous êtes combien au sein de National 7? On est quasiment une vingtaine, évidemment avec un effectif très variable en fonction des commandes, parce qu'on ne travaille que sur commande. Ce qui veut dire que vous pouvez être amené à travailler 7 jours sur 7. On travaille 7 jours sur 7, effectivement, tout à fait. Donc après, c'est des rotations au niveau des équipes pour pouvoir assurer effectivement le travail 7 jours sur 7. Alors, il est dit qu'il y a beaucoup de manque de salariés dans votre domaine de la restauration. Est-ce que vous avez des soucis pour recruter, pour trouver du personnel? Énormément. Depuis la reprise, on a beaucoup de travail, mais beaucoup de difficultés à trouver le personnel de restauration, mais même au niveau de produits où il y a beaucoup de manques. Au niveau des produits, vous avez des manques, c'est-à-dire expliquez-nous. Sans arrêt, il y a un produit qui va être en défaut, des ruptures de stock, ou parce qu'il y a un produit qui ne peut pas être fabriqué, parce qu'il y a une machine qui est en panne et que la pièce ne peut pas venir. Donc, et c'est à tour de rôle. Ou simplement des fournisseurs qui n'arrivent pas à fournir assez par rapport à la reprise. La vie de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Il se passe toujours quelque chose. Tout à fait. Alors, quels sont les produits culinaires qui vous manquent? Est-ce qu'il y a des produits de base? On sait très bien que dans l'industrie, on manque d'acier, on manque de cartes électroniques, enfin il y a pas mal de choses qui manquent. Est-ce que vous, en produits de base, vous avez aussi ces soucis-là? Alors, ce n'est pas des produits de base qui nous manquent, mais c'est un jour, c'est un type de produit, le lendemain, c'en est un autre, c'est très variable. Et ça va revenir au bout de 15 jours, 3 semaines, mais on ne sait jamais quand ça va revenir. Et le lendemain, c'est un autre produit qui manque et on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, ce qui veut dire que vous êtes obligé d'avoir une quantité de fournisseurs différents pour pallier au manque. Voilà, il faut pallier les manques, il faut modifier les recettes, il faut remplacer un produit par un autre. Voilà, c'est le rôle de tous les jours. Alors, quelles sont les tendances culinaires demandées, quelles sont les tendances gastronomiques demandées par vos clients? Je dirais que la tendance, c'est de plus en plus de végé. Du poisson, beaucoup du végé, ça veut dire des légumes, vous voulez dire? Voilà, beaucoup de légumes et des végétariens de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a une carte où il y a beaucoup de végétal. Est-ce que les petits fours également, ça a changé de forme? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait toujours des petits canapés ou est-ce que les gens préfèrent des petites brochettes, des choses moins lourdes, peut-être plus légères? Des canapés, non, on en fait quasiment plus. Ce n'est plus sur des bases pain. Il y a des bases un peu plus compliquées, des biscuits, des crostini, mais c'est des produits très différents maintenant. Donc, donnez-nous un exemple d'un buffet type. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez proposer? Aujourd'hui, il y a un petit cocktail de 6 pièces. De bienvenue. Il peut y avoir des tataki de thon avec des graines wasabi. Il va y avoir du veau maringo. En petites pièces cocktail, on va reproduire ce genre de choses. Comme ça nous est déjà arrivé de faire une mini choucroute aussi en pièces cocktail. Voilà. Donc on arrive à reproduire des classiques français aussi en pièces cocktail. Le maître mot, c'est de la cuisine classique française qui est au goût du jour. Alors cuisine classique française et surtout chez nous, c'est du beau et du bon avec beaucoup de saveurs. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Francis Lecam. Je rappelle que vous avez fondé National 7, l'un des traiteurs du Val d'Oise. Merci. Je dis, tout repose sur une vision, sur un partage et sur une volonté. C'est celle vraiment des leaders, de la représentation des chefs d'entreprise du Val d'Oise, de pouvoir être porteurs du Made in 95, parce que nous avons bien sûr nos grands majors dans l'aéronautique, dans la cosmétique, dans la sécurité. Certes, on sait qu'ils sont
sans doute dans le Val d'Oise, mais derrière eux, il y a des pépites incroyables de PMI, PME, qui sont plus anonymes parce qu'en fait leurs produits sont intégrés, mais sans leurs produits ça n'existe pas. Et puis il n'y a pas que les industriels, il y a aussi tous les artisans qui, depuis la confection, depuis la sellerie, le chocolat, 2 chocolatiers sont là. Et un chocolat durable en particulier, voilà ce qui nous réunit. Merci. Bonjour Laurent Pilard, bienvenue au bar de l'économie. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous sur le salon du Made in France, mais en fait vous en êtes à l'initiative de la réunion de ces artisans, de ces producteurs sur ce stand du Made in 95. Oui, à l'initiative avec le département et la CCI bien entendu, et la TPAVAB. Et effectivement je suis content parce que sur ce stand du Made in 95 qui est inclus dans le Made in France, on y retrouve beaucoup d'adhérents de la CPME du Val d'Oise. Donc c'est une récompense et je pense que ces exposants sont heureux d'enfin revivre, d'exposer, pouvoir vendre et voilà, qu'il y ait des échanges de nouveau économiques. Est-ce qu'on a une idée à peu près de combien se monte le nombre d'artisans, d'artistes, de producteurs en Val d'Oise ? Dans le Val d'Oise, les chiffres de la Chambre de métier, c'est à peu près 23 000 je dirais, affiliés à la Chambre de métier et de l'artisanat. Voilà, mais ça fait déjà beaucoup de monde avec les 50 000 entreprises qui, elles, sont recensées à la Chambre de commerce. Donc la sélection, elle est rude. J'imagine que tout le monde ne pouvait pas venir sur le village du 95. Comment vous avez fait ? C'était ouvert, les inscriptions étaient ouvertes. Et, non, il n'y a pas eu de sélection, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu besoin de sélectionner des candidats. Il fallait diversifier l'offre, bien entendu. Inutile de mettre 10 chocolatiers ou 20 chocolatiers. Même si on a Nature et Cacao et Févier d'Or, deux beaux chocolatiers. On a 2 créateurs de chocolat, effectivement, Val d'Oise. Mais sur ça a été fait intelligemment, sur des sites vraiment distants, un sur Saint-Ouen-l'Aumône et un sur Argenteuil. Et les 2 qu'on vient de citer, c'est encore 2 adhérents de la CPME du Val d'Oise. Alors la CPME, c'est quoi l'objectif de cette fédération valdoisienne ? Quels sont les axes ? Les mois à venir, Laurent Pilard. Les mois à venir, c'est on inaugure notre antenne à Roissy, donc sur l'est du département. Le Val d'Oise, c'est pas que Cergy et sa préfecture. Donc voilà, il y a des axes de développement sur l'est. On a une nouvelle chargée de relations entreprises pour être plus proche aujourd'hui de nos adhérents et de nos futurs adhérents. Ça fait partie du plan de développement de la CPME. Et voilà, et demain, d'avoir le plus grand nombre d'adhérents, c'est bien. Mais il va falloir aussi étayer notre offre de service pour ces adhérents, voilà, qu'on réponde à leurs besoins en répondant toujours à ces 3 points importants de la CPME, aider, soutenir et défendre les entreprises. Merci beaucoup Laurent Pilard. Donc on fait un appel aux entreprises pour qu'elles rejoignent la CPME. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir. Nadine Abondo, bonjour. Bonjour. On vous connaît un petit peu au bar de l'économie. En fait, vous venez en ami maintenant. Oui, en effet, nous sommes passés déjà plusieurs fois et le bar de l'économie nous soutient depuis le début. Exactement. En fait, Nadine Abondo, aujourd'hui, vous êtes sur le salon du Made in France au sein du village Made in 95. Vous avez créé Févier d'Or à l'époque en 2018. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tout à fait. À l'époque de la création de votre fabrique de chocolat. Alors, expliquez un peu vos spécialités. Alors, donc, effectivement, Févier d'Or a été créé en 2018. C'est une entreprise qui est vraiment imprégnée localement dans le Val d'Oise, d'où notre présence ici aujourd'hui pour porter haut les couleurs du Made in 95. C'est aussi une chocolaterie qui est assez atypique parce qu'elle fait partie des rares chocolateries à maîtriser tout le process de fabrication de son chocolat, depuis la culture du cacao jusqu'au produit fini, sans intermédiaire. Voilà, et c'est ça la particularité de Févier d'Or. Alors, dans quel pays allez-vous chercher vos fèves ? Alors, donc Nadine et son mari Fabien Abondo sont d'abord des enfants de cultivateurs de cacao.
Odo, bonjour. Bonjour. On vous connaît un petit peu au bar de l'économie. En fait, vous venez en ami maintenant. Oui, en effet, nous sommes passés déjà plusieurs fois et le bar de l'économie nous soutient depuis le début. Exactement. En fait, Nadine Abondo, aujourd'hui, vous êtes sur le salon du Made in France au sein du village Made in 95. Vous avez créé Févier d'Or à l'époque en 2018. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tout à fait. À l'époque de la création de votre fabrique de chocolat. Alors, expliquez un peu vos spécialités. Alors, donc, effectivement, Févier d'Or a été créé en 2018. C'est une entreprise qui est vraiment imprégnée localement dans le Val d'Oise, d'où notre présence ici aujourd'hui pour porter haut les couleurs du Made in 95. C'est aussi une chocolaterie qui est assez atypique parce qu'elle fait partie des rares chocolateries à maîtriser tout le process de fabrication de son chocolat, depuis la culture du cacao jusqu'au produit fini, sans intermédiaire. Voilà, et c'est ça la particularité de Févier d'Or. Alors, dans quel pays allez-vous chercher vos fèves? Alors, donc Nadine et son mari Fabien Abondo sont d'abord des enfants de cultivateurs de cacao. Donc notre cacao vient de notre pays d'origine qui est le Cameroun. Donc nous sommes nous-mêmes aussi cultivateurs de cacao, c'est-à-dire que nous avons nos propres plantations de cacao, mais surtout nous avons réuni en coopérative des petits producteurs pour les accompagner vers une reconversion bio de leur plantation et surtout les emmener à faire plus attention à l'environnement pendant les plantations de cacao, parce qu'il faut reboiser avec les arbres fruitiers, ce qui permet un écosystème plus équilibré et qui ne contribue pas à la déforestation qu'on connaît dans le domaine du cacao. Alors, pour avoir des fèves, en combien de temps un cacaotier produit-il des fèves? Combien de temps faut-il attendre? Donc, il y a déjà des nouvelles variétés qui vont pousser plus vite, mais sur le plan organoleptique, ce n'est pas tout à fait intéressant. Pour avoir les vrais cabosses de cacao, nous sommes restés dans la culture ancestrale qui demande 5 ans. Ce qui veut dire que du moment où le petit producteur va planter sa fève, il va devoir attendre 5 ans pour avoir les premières récoltes. D'où tout l'intérêt de les soutenir et surtout de leur permettre de vivre de leur travail, ce qui est aussi notre engagement à nous, au sein de Févier d'Or. Alors, vous allez donc chercher ces fèves au Cameroun, on vient de l'expliquer. Et ensuite, expliquez-nous un peu les étapes de fabrication de votre fameux chocolat. Alors, donc nous sommes dans une démarche qui est très rigoureuse parce que nous faisons de la qualité et la qualité commence par la matière première. Donc la première étape va d'abord consister à bien entretenir la plantation de cacao, donc éviter d'utiliser des produits phytosanitaires toxiques. Et puis nous allons première étape, nous allons sélectionner les cabosses de cacao, parce qu'on ne va pas prendre n'importe quelle cabosse de cacao. Une fois qu'on a sélectionné les meilleures cabosses, on va les emmener dans notre centre de fermentation et de séchage. Et là, nous allons fermenter pendant quasiment 6 jours nos fèves de cacao, tout en les remuant constamment, régulièrement, pour permettre une meilleure fermentation. Parce qu'il faut savoir que la fermentation est l'étape clé pour un cacao ou un chocolat aromatique. Pour le goût. Pour le goût. Une fois qu'on a fermenté, nous allons donc les sécher, là pareil, dans un système avec des bâches qui sont souvent des bâches anti-UV d'ailleurs qui viennent de France parce qu'on n'en trouve pas localement, mais qui permettent un séchage vraiment plus idoine de nos fèves sans les agresser. Alors ensuite, une fois que le séchage est fait, que se passe-t-il pour la fève? Une fois donc qu'on a fini de sécher, nous allons donc mettre nos fèves de cacao dans des sacs en jute qui vont donc ensuite atterrir ici à Saint-Ouen-le-Monde, dans le Val d'Oise. Dans votre laboratoire. Au laboratoire. Et à partir de là, notre chocolatier, qui est donc en même temps cultivateur, torréfacteur et artisan chocolatier confiseur, va entamer l'étape de la torréfaction. Après la torréfaction, nous allons transformer
nous allons créer notre recette de chocolat à partir des machines qui sont à la meule de pierre. Donc quand habituellement on va transformer des tonnes de leurre ailleurs, chez nous elles vont mettre 3 jours dans ces machines qui sont à la meule de pierre pour nous sortir la liqueur ou l'élixir que nous allons ensuite emmener dans notre laboratoire et vous fabriquer des beaux produits que vous pouvez voir. Que l'on connaît bien sûr déjà, mais on va les rappeler. Donc, vous fabriquez bien sûr des tablettes. Alors, le minimum que vous utilisez, le minimum en pourcentage de cacao, c'est 70% à Févier d'Or, Nadine Abonneau? Alors nous faisons du 70%, mais surtout nous avons un chocolat au lait, parce qu'habituellement dans le chocolat au lait, on va avoir un premier ingrédient, le sucre. Chez nous, ce n'est pas le cas. Un premier ingrédient, même dans le chocolat au lait, c'est d'abord le cacao. Donc nous avons un chocolat au lait à 53% de cacao et qui en plus, tous nos chocolats sont au sucre de canne. Notre chocolat noir, par exemple, n'a que 2 ingrédients, la fève de cacao et son beurre de cacao et du sucre de canne, c'est tout. C'est tout, rien d'autre. Rien d'autre. On ne met pas d'additifs dans nos produits. Alors la nouveauté cette année, ce sont des produits originaux en dehors des tablettes. Peut-être que c'est pour les fêtes, je ne sais pas. En tout cas, vous avez créé un soulier Févier d'Or, et puis un tube de rouge à lèvres. Donc ça, c'est hyper original. Oui, alors déjà, nous, notre chocolaterie, on assume complètement le fait de faire des choses atypiques. On amène en voyage nos consommateurs à travers l'essence. Donc on va avoir des chocolats au yuzu, au poivre, au piment, voilà. Et puis des choses aussi beaucoup plus classiques. Mais effectivement, nous sommes inscrits plutôt dans la création. Là, cette année, effectivement, pour les femmes, nous avons sorti l'escarpin chocolaté, nous avons sorti un sac à main, nous avons sorti un rouge à lèvres. Comme ça, la femme se retrouve aussi à travers le chocolat. Là aussi, c'est du cacao à 70%? Là aussi, c'est du cacao à 70% et du 53% pour le lait. On va avoir de tout. Alors Nadine Abonneau, est-ce que ces nouveaux designs peuvent servir en cadeau d'affaires aussi? Est-ce que les entreprises peuvent le personnaliser? Est-ce que c'est possible? Oui, alors donc nous avons une vraie offre aujourd'hui à destination des entreprises. C'est-à-dire que nous pouvons, grâce à des partenariats également, nous pouvons personnaliser le chocolat et le packaging. Ça veut dire que vous pouvez choisir le message qui est le vôtre à destination de vos collaborateurs ou de vos clients en leur offrant bien plus que du chocolat et en leur offrant vos valeurs à travers notre chocolat. Comment fait-on, Nadine Abonneau, pour trouver vos produits, pour les acheter? Comment fait-on? Alors déjà, nous, on aime bien recevoir chez nous nos visiteurs et nos consommateurs, parce qu'il faut savoir que entreprises ou particuliers, nos clients ne sont pas des clients, ils sont des consommateurs qui font partie intégrante de notre entreprise. On peut nous trouver sur notre site internet www.fevierdor.com ou alors venir chez nous à l'atelier, visiter et même fabriquer son propre chocolat. Donc maintenant, la nouveauté, c'est des ateliers de fabrication de son propre cacao, de son propre chocolat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, consommateurs, peuvent donc venir chez nous et fabriquer leur escarpin, leur rouge à lèvres, leur tablette au piment ou selon chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. On offre effectivement cette proximité, ce partage d'expérience en circuit court avec nos clients. Alors Nadine Abonneau, vous disiez, ce qui est important, c'est aussi de faire des salons. Oui. Où êtes-vous présente? Sur quel type de manifestation avez-vous décidé d'aller? Alors, donc nous sommes de plus en plus sollicités parce que les gens sont quand même à la recherche de l'originalité et puis surtout de savoir d'où vient et de la qualité mangent, en fait, la qualité. Surtout.
Donc nous sommes par exemple présents au Salon du Chocolat, nous étions présents au Salon du Chocolat, nous sommes présents dans les marchés aujourd'hui, aller directement à la rencontre de nos consommateurs. Voilà, donc on fait là aujourd'hui, là en ce moment nous sommes fièrement au Salon du Made in 95 et nous faisons goûter nos produits. Donc voilà. C'est un souhait également peut-être de faire que de la vente directe, ou bien est-ce que vous avez envisagé de passer par des réseaux de vente pour grandir plus vite? Alors, nous avons pour ambition déjà de faire connaître notre marque et nos produits, mais aussi de contribuer à l'embauche de personnes en situation de handicap, car plus de 80% de notre effectif est en situation de handicap. Donc plus nous allons grandir, plus nous contribuerons à leur embauche. Donc aujourd'hui, oui, nous avons besoin de nous développer, d'avoir des points de vente où on peut nous joindre facilement et avoir des réseaux de distribution, pourquoi pas. Donc nous restons ouverts à tout type de collaboration. Voilà, c'est dit. Et si vous ne connaissez pas, allez à Saint-Ouen-l'Aumône, au laboratoire de Févier d'Or. Merci Nadina Bondo. Merci de m'avoir invité. Bonjour Philippe Écran. Bonjour. Nous sommes donc toujours bien sûr sur le stand Made in 95, ce village d'exposants au Salon du Made in France. Alors quel est l'objectif pour cette première édition ? L'objectif, en fait, c'est de donner accès aux entreprises du Val d'Oise à ce salon, qui est un salon qui est de plus en plus important et qui remporte un franc succès vis-à-vis des gens qui fabriquent des produits en France. Et sur l'idée de Pierre Cuchely, en fait, l'idée était de mettre en avant évidemment le Made in 95 au sein du Made in France. Et pour donner accès à ce salon qui est quand même, c'est un investissement évidemment pour des entreprises de petite taille. En fait, ici, les exposants, à part la Cornue, ce sont plutôt des TPE que des PME. Donc il fallait organiser ça sous forme de village et puis chercher des partenaires pour nous aider à financer l'opération et que chaque exposant se retrouve avec cette possibilité d'exposer pour vraiment une mise de fonds très modique. C'était ça notre objectif. Et c'est réussi grâce au conseil départemental du Val d'Oise, grâce au CEVO, grâce à la ville d'Anguin qui expose ici au niveau de son office du tourisme, grâce à la chambre de commerce et d'industrie bien entendu qui nous aide également, en assemblant les bonnes volontés de chacun. Comme ça on a pu proposer aux exposants pour un petit millier d'euros de présenter son savoir-faire sur ce salon pendant 4 jours en bénéficiant évidemment de toutes les commodités qui sont en fait partagées. Donc chacun expose son savoir-faire sur son petit stand et puis le reste est à la charge du projet. Alors l'objectif c'était de voir un petit peu, de faire un test cette année 2021. Est-ce que l'objectif ça va être de renouveler l'opération l'année prochaine ? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que quand on a parlé de ça la première fois, on ne savait pas trop si on aurait du succès, on ne savait pas comment ça allait se passer du tout. En fait, j'ai annoncé le projet à la Chambre de commerce une fois, à la Chambre des métiers une deuxième fois. Oui, il faut dire, Philippe Écran, que vous êtes un élu de la Chambre de commerce et d'industrie. Tout à fait. Vous êtes l'organisateur déjà de quelques salons. Du salon Effervescence, bien sûr. Par exemple. Et je suis président de l'ADPAVAB, qui est en fait l'association qui porte ce projet-là, bien sûr, puisque c'est un projet qui est directement porté par l'association des entreprises du sud du Val d'Oise. Donc en fait, j'ai annoncé ce projet à 2 reprises au mois de mai, et 10 jours après, c'était plein. Donc effectivement, on s'est dit, dommage, on aurait peut-être dû voir un peu plus grand, mais on ne savait pas. Alors, c'est bien, on a porté ce projet-là jusqu'à son terme de cette façon-là. On a donc 12 exposants entreprises plus les principaux institutionnels. On se retrouve avec une quinzaine d'exposants sur un stand qui fait 70 mètres carrés, c'est pas très grand. On peut parier que l'année prochaine, ça sera plus important évidemment. Et vu le succès qu'on a eu cette fois-ci, c'est à peu près évident qu'il y aura un projet l'année prochaine. Alors on voit aussi qu'il y a eu un changement de consommation chez les Français, un retour vers le Made in France.
il est temps peut-être, mais en tout cas, est-ce que le critère, c'est d'être une TPE pour venir ici sur le stand du village du Made in 95? Alors, je vous l'ai dit, la Cornue, c'est un exposant PME, donc on ne peut pas dire que c'est que des TPE. En fait, on voulait donner d'abord accès aux TPE parce que c'est elles qui ne peuvent pas faire ce genre de choses habituellement. Elles sont malheureusement trop... elles sont trop petites en fait pour assumer des investissements pareils. Donc les PME, c'est beaucoup plus simple, bien entendu. Donc en fait, pour une TPE, faire une opération comme ça, c'est juste mission impossible. Sauf quand on le fait dans le cadre d'une opération globale, comme ça, commune, collective, à plusieurs. Donc ça, c'était l'objectif premier. L'année prochaine, on fera la même chose, bien sûr, mais on aura davantage de PME et peut-être également davantage de TPE. Donc l'année prochaine, on ouvre à toutes les PME, à toutes les TPE, quel que soit le métier, finalement? Oui, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait vraiment un savoir-faire original, quelque chose qui est vraiment sympa. Quand vous faites le tour de ce village, vous voyez un coutelier, vous voyez des gens qui fabriquent des sacs à partir de matières recyclées, vous voyez des gens qui font de la bière, un brasseur artisanal, vous voyez des chocolatiers, vous voyez des gens qui créent des produits de décoration. Tout ça, c'est fait dans le Val d'Oise. Donc en fait, le vrai critère pour nous, c'est que ça soit des fabrications valdoisiennes. Hein, c'est le salon, c'est le village du Made in 95. Donc c'est évidemment le principal critère. Ensuite, la taille de l'entreprise, ça importe peu finalement. Mais c'est vrai que la façon dont c'est organisé, ça plaît davantage aux petites entreprises qui se saisissent de cette opportunité, alors que les TPE, elles, il y a des entreprises du Val d'Oise qui sont exposantes ici ailleurs que sur le village du Made in 95. Mais elles avaient déjà pris un stand, elles sont exposantes depuis plusieurs années consécutivement. C'est pas pareil. Et elles sont habituées, on va dire. Mais ici, pour donner accès aux TPE, il y avait cette solution de faire un village, c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup Philippe Écran. À bientôt au bar de l'économie. Pierre Cuchely, bonjour, bienvenue et merci de votre présence au bar de l'économie. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alors la première question qui nous brûle les lèvres, c'est bien sûr les élections qui viennent de se dérouler dans toutes les CCI, dans toutes les chambres de commerce et d'industrie de France, mais en particulier pour le Val d'Oise, quel résultat ? Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que la liste que j'ai menée, la liste Ensemble pour le Val d'Oise, proposée par la CPME du Val d'Oise, le MEDEF du Val d'Oise, la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise et des indépendants du Val d'Oise, a remporté une victoire puisque les 28 candidats de notre liste ont été élus. Donc j'en suis très content et très fier. Bravo, parce que on peut dire que c'est le succès d'un travail acharné que vous avez mené depuis quelques années pour dynamiser tout le Val d'Oise. Écoutez, je vous entends, je vous en remercie. Je suis un tout petit peu déçu par le taux de participation qui n'a pas été très élevé, mais voilà, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de gagner. Moi, j'avais à cœur de remporter cette victoire, puisque comme vous le savez, lors du précédent mandat, moi j'avais pris la suite de Frédéric Verne qui a démissionné. Donc là, c'est la première fois que je mène une campagne, donc je vais pouvoir continuer, peut-être même intensifier cette mission que je me suis donnée, qui est de dynamiser le Val d'Oise, parce que je pense que dynamiser le Val d'Oise, dynamiser le développement économique, c'est en faire profiter les entreprises. Plus notre département sera dynamique, plus nos entreprises auront de possibilités de se développer et de conquérir de nouveaux marchés. Alors vous allez vous proposer, je suppose, à la présidence à nouveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Quand sont les élections des administrateurs ? Alors il y a une assemblée générale constitutive qui aura lieu le 24 novembre au soir et effectivement je vais proposer ma candidature pour être le futur président. Donc on vous souhaite bien sûr tout le succès mérité. Pierre Cuchely, vous êtes à l'initiative, puisque nous nous trouvons en ce moment ensemble au salon du Made in France, vous êtes à l'initiative de ce village du 95. Expliquez-nous un peu comment est venue cette idée et qui avez-vous réussi à fédérer ? Je vais vous raconter toute l'histoire. En fait, il y a 4 ans, je suis venu ici, emmené par ma fille qui était en première, qui avait un travail à faire sur le fabriquer en France, sur le produire en France. Et elle me dit, papa, il y a un salon samedi, est-ce que tu veux pas m'emmener ? Je lui ai dit, tu sais ma chérie, moi toute la semaine, je vois plein de monde et tout. Allez, sur un salon le samedi, vraiment, j'ai pas envie. Et elle a insisté un peu, puis je me suis dit, bon allez, je peux quand même faire ça pour ma fille. Et donc du coup, je suis venu sur ce salon. Et tout de suite, j'ai adoré l'idée, j'ai adoré l'ambiance, j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, j'ai rencontré plein de producteurs. Pour l'anecdote, moi je suis mosellan d'origine, lorrain d'origine, j'ai retrouvé sur ce salon des produits de mon enfance que je ne retrouve pas quand je vais en Moselle et j'y vais régulièrement. Donc j'ai trouvé ça formidable, j'y suis revenu 2 fois
Avec mon épouse, on est reparti avec des sacs pleins de provisions. Et j'ai un ami qui est pas très loin, qui est le président de la Chambre des métiers du Gard, qui me dit, mais écoute, toi je te vois, tu as créé le Made in 95, tu en fais la promotion partout, pourquoi tu fais pas un stand Made in 95? Et donc je me suis dit, pourquoi pas? Et donc on a construit ça, on l'a construit pas tout seul, la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, avec le département du Val d'Oise, avec Val d'Oise Tourisme, avec le CEVO, et avec la ville d'Anguin, bien sûr. Donc on va mettre en avant, pendant ces 4 jours, les artisans, les produits du Val d'Oise, le tourisme dans le Val d'Oise, parce que je rappelle que le Val d'Oise est un territoire exceptionnel, et moi je regrette que beaucoup de gens passent dans le Val d'Oise pour aller à Deauville, pour aller à Trouville, pour aller à Dieppe, pour aller en baie de Somme. Ils devraient s'arrêter parce qu'il y a plein de trésors à découvrir dans le Val d'Oise. Découvrir la ville d'Anguin, bien sûr. Découvrir aussi les possibilités extraordinaires qu'il y a pour les entreprises dans le Val d'Oise. Le réseau Made in 95 le montre. Ce sont 800 entreprises qui sont labellisées, 800 entreprises complètement différentes, des pépites. Donc voilà. Merci beaucoup Pierre Cuchely, à très bientôt. Merci à vous Florence. Bonjour. On vous connaît un petit peu au bar de l'économie, en fait vous venez en amis maintenant. Oui, en effet, nous sommes passés déjà plusieurs fois et le bar de l'économie nous soutient depuis le début. Exactement. En fait, Nadine Abondeau, aujourd'hui vous êtes sur le salon du Made in France au sein du village Made in 95. Vous avez créé Févier d'Or à l'époque en 2018. C'est comme ça qu'on s'est connus, à l'époque de la création de votre fabrique de chocolat. Alors expliquez un peu vos spécialités. Alors donc effectivement, Févier d'Or a été créé en 2018. C'est une entreprise qui est vraiment imprégnée localement dans le Val d'Oise, d'où notre présence ici aujourd'hui pour porter haut les couleurs du Made in 95. C'est aussi une chocolaterie qui est assez atypique parce qu'elle fait partie des rares chocolateries à maîtriser tout le process de fabrication de son chocolat, depuis la culture du cacao jusqu'au produit fini, sans intermédiaire. Voilà, et c'est ça la particularité de Févier d'Or. Alors, dans quel pays allez-vous chercher vos fèves? Alors, donc Nadine et son mari Fabien Abondeau sont d'abord des enfants de cultivateurs de cacao. Donc notre cacao vient de notre pays d'origine qui est le Cameroun. Donc nous sommes nous-mêmes aussi cultivateurs de cacao, c'est-à-dire que nous avons nos propres plantations de cacao, mais surtout nous avons réuni en coopérative des petits producteurs pour les accompagner vers une reconversion bio de leur plantation et surtout les emmener à faire plus attention à l'environnement pendant les plantations de cacao, parce qu'il faut reboiser avec les arbres fruitiers, ce qui permet un écosystème plus équilibré et qui ne contribue pas à la déforestation qu'on connaît dans le domaine du cacao. Alors, pour avoir des fèves, en combien de temps un cacaotier produit-il des fèves? Combien de temps faut-il attendre? Donc, il y a déjà des nouvelles variétés qui vont pousser plus vite, mais sur le plan organoleptique, ce n'est pas tout à fait intéressant. Pour avoir les vrais cabosses de cacao, nous sommes restés dans la culture ancestrale qui demande 5 ans. Ce qui veut dire que du moment où le petit producteur va planter sa fève, il va devoir attendre 5 ans pour avoir les premières récoltes. D'où tout l'intérêt de les soutenir et surtout de leur permettre de vivre de leur travail, ce qui est aussi notre engagement à nous, au sein de Févier d'Or. Alors, vous allez donc chercher ces fèves au Cameroun, on vient de l'expliquer. Et ensuite, expliquez-nous un peu les étapes de fabrication de votre fameux chocolat. Alors, donc nous sommes dans une démarche qui est très rigoureuse parce que nous faisons de la qualité et la qualité commence par la matière première. Donc la première étape va d'abord consister à bien entretenir la plantation de cacao, donc éviter d'utiliser des produits phytosanitaires toxiques. Et puis nous allons première étape, nous allons sélectionner les cabosses de cacao, parce qu'on ne va pas prendre n'importe quelle cabosse de cacao. Une fois qu'on a sélectionné les meilleures cabosses, on va les emmener dans notre centre de fermentation et de séchage. Et là, nous allons fermenter pendant quasiment 6 jours nos fèves de cacao, tout en les remuant
constamment, régulièrement, pour permettre une meilleure fermentation. Parce qu'il faut savoir que la fermentation est l'étape clé pour un cacao ou un chocolat aromatique. Pour le goût. Pour le goût. Une fois qu'on a fermenté, nous allons donc les sécher, là pareil, dans un système avec des bâches, qui sont souvent des bâches anti-UV, d'ailleurs qui viennent de France, parce qu'on n'en trouve pas localement, mais qui permettent un séchage vraiment plus idoine de nos fèves sans les agresser. Alors ensuite, une fois que la période de séchage est fait, que se passe-t-il pour la fève? Une fois donc qu'on a fini de sécher, nous allons donc mettre nos fèves de cacao dans des sacs en jute qui vont donc ensuite atterrir ici à Saint-Ouen-le-Monde dans le Val d'Oise. Dans votre laboratoire. Au laboratoire. Et à partir de là, notre chocolatier qui est donc en même temps cultivateur, torréfacteur et artisan chocolatier confiseur va entamer l'étape de la torréfaction. Après la torréfaction, nous allons transformer, nous allons créer notre recette de chocolat à partir des machines qui sont à la meule de pierre. Donc quand habituellement on va transformer des tonnes de leurre ailleurs, chez nous elles vont mettre 3 jours dans ces machines qui sont à la meule de pierre pour nous sortir la liqueur ou l'élixir que nous allons ensuite emmener dans notre laboratoire et vous fabriquer des beaux produits que vous pouvez voir. Que l'on connaît bien sûr déjà, mais on va les rappeler. Donc, vous fabriquez bien sûr des tablettes. Alors, le minimum que vous utilisez, le minimum en pourcentage de cacao, c'est 70% à Févier d'Or, Nadine Abondot? Alors oui, nous faisons du 70%, mais surtout nous avons un chocolat au lait, parce qu'habituellement dans le chocolat au lait, on va avoir un premier ingrédient, le sucre. Chez nous, ce n'est pas le cas. Un premier ingrédient, même dans le chocolat au lait, c'est d'abord le cacao. Donc nous avons un chocolat au lait à 53% de cacao et qui en plus, tous nos chocolats sont au sucre de canne. Notre chocolat noir, par exemple, n'a que 2 ingrédients, la fève de cacao et son beurre de cacao, et du sucre de canne, c'est tout. C'est tout, rien d'autre. Rien d'autre. On ne met pas d'additifs dans nos produits. Alors la nouveauté cette année, ce sont des produits originaux en dehors des tablettes. Peut-être que c'est pour les fêtes, je ne sais pas. En tout cas, vous avez créé un soulier Févier d'Or, et puis un tube de rouge à lèvres, donc ça c'est hyper original. Oui, alors déjà, nous, notre chocolaterie, on assume complètement le fait de faire des choses atypiques. On amène en voyage nos consommateurs à travers l'essence. Donc on va avoir des chocolats au yuzu, au poivre, au piment, voilà. Et puis des choses aussi beaucoup plus classiques. Mais effectivement, nous sommes inscrits plutôt dans la création. Là, cette année, effectivement, pour les femmes, nous avons sorti l'escarpin chocolaté, nous avons sorti un sac à main, nous avons sorti un rouge à lèvres. Comme ça, la femme se retrouve aussi à travers le chocolat. Là aussi, c'est du cacao à 70%? Là aussi, c'est du cacao à 70% et du 53% pour le lait. On va avoir de tout. Alors Nadine Abondot, est-ce que ces nouveaux designs peuvent servir en cadeau d'affaires aussi? Est-ce que les entreprises peuvent le personnaliser? Est-ce que c'est possible? Oui, alors donc nous avons une vraie offre aujourd'hui à destination des entreprises. C'est-à-dire que nous pouvons, grâce à des partenariats également, nous pouvons personnaliser le chocolat et le packaging. Ça veut dire que vous pouvez choisir le message qui est le vôtre à destination de vos collaborateurs ou de vos clients en leur offrant bien plus que du chocolat et en leur offrant vos valeurs à travers notre chocolat. Comment fait-on, Nadine Abondot, pour trouver vos produits, pour les acheter? Comment fait-on? Alors déjà, nous, on aime bien recevoir chez nous nos visiteurs et nos consommateurs, parce qu'il faut savoir que entreprises ou particuliers, nos clients ne sont pas des clients, ils sont des consommateurs qui font partie intégrante de notre entreprise. On peut nous trouver sur notre site internet
www.fevierdor.com ou alors venir chez nous à l'atelier, visiter et même fabriquer son propre chocolat. Donc maintenant, la nouveauté, c'est des ateliers de fabrication de son propre cacao, de son Oui, propre tout chocolat. à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, consommateurs, peuvent donc venir chez nous et fabriquer leur escarpin, leur rouge à lèvres, leur tablette au piment ou selon au yuzu, chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. On offre effectivement cette proximité, ce partage d'expérience en circuit court avec nos clients. Alors Nadine Abondo, vous disiez, ce qui est important, c'est aussi de faire des salons. Oui. Où êtes-vous présente? Sur quel type de manifestation avez-vous décidé d'aller? Alors, donc nous sommes de plus en plus sollicités parce que les gens sont quand même à la recherche de l'originalité, hein, et puis surtout de savoir d'où vient ce et de la qualité mange, en fait, la qualité. surtout. Donc nous sommes par exemple présents au Salon du Chocolat, nous étions présents au Salon du Chocolat, nous sommes présents dans les marchés aujourd'hui, aller directement à la rencontre de nos consommateurs. Voilà, donc on fait là aujourd'hui, là en ce moment nous sommes fièrement au Salon du Made in 95 et nous faisons goûter nos produits. Donc voilà. C'est un souhait également de peut-être de faire que de la vente directe, ou bien est-ce que vous avez envisagé de passer par des réseaux de vente pour grandir plus vite? Alors, nous avons pour ambition déjà de faire connaître notre marque et nos produits, mais aussi de contribuer à l'embauche de personnes en situation de handicap, car plus de 80% de notre effectif est en situation de handicap. Donc plus nous allons grandir, plus nous contribuerons à leur embauche. Donc aujourd'hui, oui, nous avons besoin de nous développer, d'avoir des points de vente où on peut nous joindre facilement et avoir des réseaux de distribution, pourquoi pas. Donc nous restons ouverts à tout type de collaboration. Voilà, c'est dit. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, allez à Saint-Ouen-l'Aumône, au laboratoire de Fevierdor. Merci Nadine Abondo. Merci de m'avoir invitée. Bonjour Philippe Écran. Bonjour. Nous sommes donc toujours bien sûr sur le stand Made in 95, ce village d'exposants au Salon du Made in France. Alors quel est l'objectif pour cette première édition ? L'objectif, en fait, c'est de donner accès aux entreprises du Val d'Oise à ce salon, qui est un salon qui est de plus en plus important et qui remporte un franc succès vis-à-vis des gens qui fabriquent des produits en France. Et sur l'idée de Pierre Cuchely, en fait, l'idée était de mettre en avant évidemment le Made in 95 au sein du Made in France. Et pour donner accès à ce salon qui est quand même c'est un investissement évidemment pour des entreprises de petite taille. En fait, ici, les exposants, à part la Cornue, ce sont plutôt des TPE que des PME. Donc il fallait organiser ça sous forme de village et puis chercher des partenaires pour nous aider à financer l'opération et que chaque exposant se retrouve avec cette possibilité d'exposer pour vraiment une mise de fonds très modique. C'était ça notre objectif. Et c'est réussi grâce au conseil départemental du Val d'Oise, grâce au CEVO, grâce à la ville d'Anguin qui expose ici au niveau de son office du tourisme, grâce à la chambre de commerce et d'industrie bien entendu qui nous aide également, en assemblant les bonnes volontés de chacun. Comme ça on a pu proposer aux exposants pour un petit millier d'euros de présenter son savoir-faire sur ce salon pendant 4 jours en bénéficiant évidemment de toutes les commodités qui sont en fait partagées. Donc chacun expose son savoir-faire sur son petit stand et puis le reste est à la charge du projet. Alors l'objectif c'était de voir un petit peu, de faire un test cette année 2021. Est-ce que l'objectif ça va être de renouveler l'opération l'année prochaine ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que quand on a parlé de ça la première fois, on ne savait pas trop si on aurait du succès, on ne savait pas comment ça allait se passer du tout. Hein. En fait, j'ai annoncé le projet à la Chambre de commerce une fois, à la Chambre des métiers une deuxième fois. Oui, il faut dire, Philippe Écran, que vous êtes un élu de la Chambre de commerce et d'industrie. Tout à fait. Vous êtes l'organisateur déjà de quelques salons. Du salon Effervescence, bien sûr. Par exemple. Et je suis président de l'ADPAVAB, qui est en fait l'association qui porte ce projet-là, bien sûr, hein, puisque c'est un projet qui est directement porté par l'association des entreprises du sud du Val d'Oise. Donc en fait, j'ai annoncé ce projet à 2 reprises au mois de mai, et 10 jours après, c'était plein. Donc effectivement, on s'est dit, dommage, on aurait peut-être dû voir un peu plus grand, mais on ne savait pas. Alors, c'est bien, on a porté ce projet-là jusqu'à son terme de cette façon-là. On a donc 12 exposants entreprises plus les principaux institutionnels. On se retrouve avec une quinzaine d'exposants sur un stand qui fait 70 mètres carrés, c'est pas très grand. On peut parier que l'année prochaine, ça sera plus important, évidemment. Et vu le succès qu'on a eu cette fois-ci, c'est à peu près évident qu'il y aura un projet l'année prochaine. Alors on voit aussi qu'il y a eu un changement de consommation chez les Français, un retour vers le Made in France. Il est temps peut-être, mais en tout cas, est-ce que le critère, c'est d'être une TPE pour venir ici sur le stand du village du Made in 95 ? Alors, je vous l'ai dit, la Cornu, c'est un exposant PME, donc on ne peut pas dire que c'est que des TPE. En fait, on voulait donner d'abord accès aux TPE parce que c'est elles qui ne peuvent pas faire ce genre de choses habituellement. Elles sont malheureusement trop... elles sont trop petites en fait pour assumer des investissements pareils. Donc les PME, c'est beaucoup plus simple, bien entendu. Donc en fait, pour une TPE, faire une opération comme ça, c'est juste mission impossible. Sauf quand on le fait dans le cadre d'une opération globale, comme ça, commune, collective, à plusieurs. Donc ça, c'était l'objectif premier. L'année prochaine, on fera la même chose, bien sûr, mais on aura davantage de PME et peut-être également davantage de TPE. Donc l'année prochaine, on ouvre à toutes les PME, à toutes les TPE, quel que soit le métier, finalement ? Oui, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait vraiment un savoir-faire original, quelque chose qui est vraiment sympa. Quand vous faites le tour de ce village, vous voyez un coutelier, vous voyez des gens qui fabriquent des sacs à partir de matières recyclées, vous voyez des gens qui font de la bière, un brasseur artisanal, vous voyez des chocolatiers, vous voyez des gens qui créent des produits de décoration. Tout ça, c'est fait dans le Val d'Oise. Donc en fait, le vrai critère pour nous, c'est que ça soit des fabrications valdoisiennes. Hein, c'est le salon, c'est le village du Made in 95. Donc c'est évidemment le principal critère. Ensuite, la taille de l'entreprise, ça importe peu finalement. Mais c'est vrai que la façon dont c'est organisé, ça plaît davantage aux petites entreprises qui se saisissent de cette opportunité, alors que les TPE, elles, il y a des entreprises du Val d'Oise qui sont exposantes ici ailleurs que sur le village du Made in 95. Mais elles avaient déjà pris un stand, elles sont exposantes depuis plusieurs années consécutivement, c'est pas pareil. Et elles sont habituées, on va dire. Mais ici, pour donner accès aux TPE, il y avait cette solution de faire un village, c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup Philippe Écran. À Merci. bientôt au bar de l'économie. Pierre Kuchli, bonjour, bienvenue et merci de votre présence au bar de l'économie. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alors la première question qui nous brûle les lèvres, c'est bien sûr les élections qui viennent de se dérouler dans toutes les CCI, dans toutes les chambres de commerce et d'industrie de France, mais en particulier pour le Val d'Oise, quel résultat ? Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que la liste que j'ai menée, la liste Ensemble pour le Val d'Oise, proposée par la CPME du Val d'Oise, le MEDEF du Val d'Oise, la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise et des indépendants du Val d'Oise, a remporté une victoire puisque les 28 candidats de notre liste ont été élus. Donc j'en suis très content et très fier. Bravo, parce que on peut dire que c'est le succès d'un travail acharné que vous avez mené depuis quelques années pour dynamiser tout le Val d'Oise. Écoutez, je vous entends, je vous en remercie. Je suis un tout petit peu déçu par le taux de participation qui n'a pas été très élevé, mais voilà, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de gagner. Moi, j'avais à cœur de remporter cette victoire, puisque comme vous le savez, lors du précédent mandat, moi j'avais pris la suite de Frédéric Verne qui a démissionné. Donc là, c'est la première fois que je mène une campagne, donc je vais pouvoir continuer, peut-être même intensifier cette mission que je me suis donnée, qui est de dynamiser le Val d'Oise, parce que je pense que dynamiser le Val d'Oise, dynamiser le développement économique, c'est en faire profiter les entreprises. Plus notre département sera dynamique, plus nos entreprises auront de possibilités de se développer et de conquérir de nouveaux marchés.
Alors vous allez vous proposer, je suppose, à la présidence à nouveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Quand sont les élections des administrateurs? Alors il y a une assemblée générale constitutive qui aura lieu le 24 novembre au soir et effectivement je vais proposer ma candidature pour être le futur président. Donc on vous souhaite bien sûr tout le succès mérité. Pierre Cuchely, vous êtes à l'initiative, puisque nous nous trouvons en ce moment ensemble au salon du Made in France, vous êtes à l'initiative de ce village du 95. Expliquez-nous un peu comment est venue cette idée et qui avez-vous réussi à fédérer? Je vais vous raconter toute l'histoire. En fait, il y a 4 ans, je suis venu ici, emmené par ma fille qui était en première, qui avait un travail à faire sur le fabriquer en France, sur le produire en France. Et elle me dit, papa, il y a un salon samedi, est-ce que tu veux pas m'emmener? Je lui ai dit, tu sais ma chérie, moi toute la semaine, je vois plein de monde et tout, allez, sur un salon le samedi, vraiment, j'ai pas envie. Et elle a insisté un peu, puis je me suis dit, bon allez, je peux quand même faire ça pour ma fille. Et donc du coup, je suis venu sur ce salon, et tout de suite, j'ai adoré l'idée, j'ai adoré l'ambiance, j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, j'ai rencontré plein de producteurs. Pour l'anecdote, moi je suis mosellan d'origine, lorrain d'origine, j'ai retrouvé sur ce salon des produits de mon enfance que je ne retrouve pas quand je vais en Moselle et j'y vais régulièrement. Donc j'ai trouvé ça formidable, j'y suis revenu 2 fois avec mon épouse, on est reparti avec des sacs pleins de provisions et j'ai un ami qui est pas très loin, qui est le président de la Chambre des métiers du Gard, qui me dit, mais écoute, toi je te vois, tu as créé le Made in 95, tu en fais la promotion partout, pourquoi tu fais pas un stand Made in 95? Et donc je me suis dit, pourquoi pas? Et donc on a construit ça, on l'a construit pas tout seul, la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, avec le département du Val d'Oise, avec Val d'Oise Tourisme, avec le CEVO, et avec la ville d'Anguin, bien sûr. Donc on va mettre en avant, pendant ces 4 jours, les artisans, les produits du Val d'Oise, le tourisme dans le Val d'Oise, parce que je rappelle que le Val d'Oise est un territoire exceptionnel, et moi je regrette que beaucoup de gens passent dans le Val d'Oise pour aller à Deauville, pour aller à Trouville, pour aller à Dieppe, pour aller en baie de Somme. Ils devraient s'arrêter parce qu'il y a plein de trésors à découvrir dans le Val d'Oise. Découvrir la ville d'Anguin, bien sûr. Découvrir aussi les possibilités extraordinaires qu'il y a pour les entreprises dans le Val d'Oise. Le réseau Made in 95 le montre. Ce sont 800 entreprises qui sont labellisées, 800 entreprises complètement différentes, des pépites. Donc voilà. Merci beaucoup Pierre Cuchely. À très bientôt. Merci à vous Florence.